Donc Emmanuel Davidenkov, bonjour, vous êtes directeur de la rédaction de l'Étudiant et chroniqueur à France Info et vous venez de publier Le tsunami numérique aux éditions Stock. Je pense que les préjugés, ils ne sont pas spécifiquement sur le numérique. Les préjugés, ils sont sur l'idée qu'on pourrait procéder autrement pour enseigner et que ça se passerait mieux. Ce qui est compliqué, c'est le changement, ce n'est pas le numérique en tant que tel. Il est amusant de constater qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle technologie qui émerge, vous avez quelqu'un qui se réveille quelque part dans le monde pour dire ça va révolutionner l'éducation. Vous l'avez eu quand on a électrifié les lignes de train aux États-Unis, il y a un type qui s'est levé et qui a dit c'est formidable, ça va changer la scolarisation des enfants américains puisqu'on va pouvoir les emmener dans des plus grandes villes, donc construire moins d'écoles et généraliser tout ça de manière plus évidente. Ils ont fait comme tout le monde, ils ont construit des écoles dans tous les villages parce que ça n'a pas marché comme ça. Donc c'est un discours absolument permanent. Vous avez une technologie, on se demande est-ce qu'on peut l'appliquer à l'éducation. Ensuite, c'est toujours compliqué de changer et donc les préjugés que vous avez, j'allais dire de manière habituelle, quand des personnes se lèvent en disant on pourrait faire autrement, vous retrouvez exactement les mêmes avec le numérique. Le deuxième point, c'est que quand on dit le numérique, on a tout dit et on n'a rien dit à la fois parce que le numérique, il est d'ores et déjà omniprésent dans les façons d'apprendre. D'abord, il est omniprésent chez les enseignants, il faut le dire, le répéter. Beaucoup préparent, quasiment tous aujourd'hui, leurs cours avec le numérique. Ils se servent évidemment des moteurs de recherche, ils se servent de forums qui existent pour échanger les uns avec les autres. Ils se servent de sites internet parfois créés par d'autres enseignants de manière très collaborative pour trouver qui un document, qui un exercice, qui de l'échange avec les autres. Et puis les élèves, évidemment, s'en servent également. Donc, si vous voulez, il est déjà là, mais j'allais dire pour l'instant, on fait un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose, on fait du numérique sans avoir forcément conscience qu'on en fait et sans forcément avoir conscience de tout le potentiel qu'on pourrait en retirer. Et moi, c'est là-dessus que j'ai eu envie de faire le livre, c'est sur le potentiel formidable que recèle le numérique et en disant si on s'intéresse à ce potentiel-là, si on le développe, on pourrait améliorer le fonctionnement du système éducatif de la maternelle à Bac+5. Le numérique, c'est des machines. Les machines, quand elles font la même chose que des êtres humains, mieux que les êtres humains, ou en tout cas aussi bien ou pour moins cher, elles remplacent les êtres humains. Il y a des choses dans l'enseignement qui effectivement peuvent être concurrencées par des outils numériques. Une machine, une tablette par exemple, avec une appli bien faite, ça peut vous aider à apprendre vos tables de multiplication, ça ne s'énerve pas, ça vous fait répéter autant de fois qu'il faut, tout ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que c'est la tâche la plus importante du métier de professeur des écoles, que de faire répéter les élèves? Je ne le crois pas. Et effectivement, pour tous les autres exemples, j'en ai pris qu'un seul, mais on pourrait en prendre d'autres, mais pour toutes les autres fonctions, je ne crois pas une seconde que le numérique puisse se substituer à l'être humain dans ce que l'être humain a d'unique. Le numérique ne construit pas une relation pédagogique, le numérique ne donne pas de sens à un apprentissage. Le numérique, tout simplement, n'introduit pas une relation affective qui vous donne envie de comprendre, qui vous donne envie de savoir. Je vais vous prendre juste un tout petit exemple d'un moment qui était un moment fort dans l'histoire du numérique. 97, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, bat Garry Kasparov. The Economist, le journal, titre à ce moment-là « Si votre métier ressemble au métier de joueur d'échecs, changez de métier ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la partie automatisable du métier. Donc finalement, j'ai mémorisé des millions de combinaisons possibles, j'ai des moyens mnémotechniques qui me permettent de les enchaîner. Au fond, ça, une machine aujourd'hui va savoir le faire. Et pourtant en 97, Deep Blue abandonne lors d'une partie que tous les grands maîtres des échecs, à commencer par Kasparov, pensaient que Deep Blue allait gagner. Et il a fallu des années aux êtres humains pour découvrir que dans la position de Deep Blue à ce moment-là, alors qui était donnée pour une position gagnante par tout le monde, il y avait une faille sur des millions. N'importe quel être humain aurait joué cette partie et plausiblement aurait gagné cette partie. Une machine n'est pas dans la relation, une machine ne prend pas de risque, une machine croit qu'elle a une machine en face d'elle. Donc si vous voulez, pour toutes ces raisons-là, non, je ne crois pas une seconde que les machines puissent se substituer aux enseignants et aux êtres humains dans les établissements, que ce soit vraiment de la maternelle à Bac+5. Par contre, j'y insiste, il y a des tâches automatisable, parce qu'une partie de l'éducation, une partie de l'enseignement, ça consiste à reproduire des processus, à reproduire des raisonnements, à apprendre des choses par cœur. Et mon Dieu, mais laissons faire les machines, c'est moins fatigant et ça permet à l'être humain de se concentrer sur l'essentiel. Le numérique est intéressant pour ce qui est des savoirs fondamentaux, des apprentissages fondamentaux,
dont on a tous besoin. Il faut apprendre à lire, à écrire, à compter. Il faut, je ne sais pas, si on veut apprendre l'histoire, se doter d'un certain nombre de repères. Si on veut apprendre la géographie, il faut se doter d'un certain vocabulaire. Ça, ce sont vraiment des tâches qui sont assez automatisables et pour lesquelles le numérique non seulement apporte des ressources que les êtres humains ne maîtrisent pas, puisqu'il en sait beaucoup plus. Alors, ce n'est pas le numérique qui sait, ce sont les bases de données, c'est le big data, mais en plus, il est capable de le faire avec des systèmes qui sont des systèmes assez engageants. J'hésite toujours à employer le mot de ludique, parce qu'on dit on va transformer l'école en jeu. Ça n'est pas un jeu, mais voilà, si vous donnez envie à un enfant, à un adolescent de faire un exercice, d'apprendre quelque chose, c'est toujours mieux que si vous ne lui donnez pas envie. Et on constate d'ailleurs que pour tous ces publics qui sont des publics un petit peu plus compliqués, c'est là que se trouve généralement l'innovation pédagogique, j'allais dire de gré ou de force. Les enseignants s'y mettent. Très souvent, les grands pédagogues de l'histoire, que ce soit les Freinet, les Montessori, Itard, Pestalozzi, Janusz Korczak, enfin tous les grands pédagogues, il n'y avait pas d'écran à l'époque numérique, sont des pédagogues qui sont interrogés face à des élèves qui étaient des enfants ou des adolescents en situation de grande rupture. Et voilà, ça ne marchait pas de la manière habituelle. Ils se sont dit, on va prendre un détour. Je crois qu'un détour possible aujourd'hui nous est offert par le numérique. Concernant les pays pauvres, les pays qui ont des difficultés d'investissement, et je pense notamment à l'Afrique, là, ce sont vraiment, dans beaucoup d'endroits, ces fameux fondamentaux qui manquent. Il y a encore des dizaines de millions d'enfants dans le monde qui ne sont pas scolarisés. L'UNESCO le répète sans arrêt. Et pour eux, il faut vraiment des savoirs fondamentaux, du lire, écrire, compter. Et pour ça, oui, il y a une façon de généraliser et d'apporter cet enseignement dans les endroits les plus reculés grâce au numérique. On aurait bien tort de s'en priver. D'ailleurs, l'Afrique ne s'y trompe pas, qui est extrêmement intéressée, extrêmement proactive sur ces programmes. D'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par pédagogie anglo-saxonne, parce que la pédagogie, elle voyage, et elle a toujours voyagé à travers notamment les livres. Bien avant qu'on invente Internet, les grands penseurs de l'éducation se sont lus mutuellement, les grands philosophes de l'éducation se sont lus mutuellement, se sont enrichis mutuellement. Ce qu'il y a d'anglo-saxon, à mon avis, aujourd'hui dans l'approche, c'est une approche qui est très tournée vers l'utilisateur. Alors si je voulais être un peu provocateur, je dirais tourner vers le client. User-centric, comme on dit aussi dans le monde du numérique, dans le monde de l'Internet, c'est-à-dire tourner vers centré sur l'utilisateur. Donc ça, oui, il y a à l'évidence cette attention-là, qui est plus une approche en mode learning, c'est-à-dire la notion d'apprentissage, qu'en mode teaching, c'est-à-dire enseignement. On est plus dans l'idée que ce qui est important, c'est ce qui a été acquis, que dans l'idée de on va faire des programmes qui sont une sorte de citadelle, une cathédrale absolument merveilleuse, et puis à la limite, peu importe que les élèves les maîtrisent ou pas, le bac en est une excellente illustration. Quand vous regardez les programmes, ils sont absolument extraordinaires, de grands savants vous le disent d'ailleurs. Quand vous regardez ce qui est effectivement maîtrisé par la majorité des bacheliers, on est quand même extrêmement loin. Et d'ailleurs, quand on fait un pas de côté, non pas par rapport au programme, mais par rapport à la façon de les formuler. On a la polémique qu'on a eue cette année autour des épreuves de mathématiques du bac S, jugées trop difficiles par un certain nombre d'élèves. Pourquoi ? Parce que la formulation du problème était différente de ce qu'ils avaient eu avant. Donc oui, il y a une dimension, mais j'allais dire de toute façon, vous avez une dimension idéologique dans tout débat sur la pédagogie. Pourquoi ? Parce qu'un système éducatif a vocation à transmettre un certain nombre de valeurs et également à exprimer un projet politique. Tout ce qui est pédagogique est politique. Alors vous aviez ce débat sur le numérique, vous l'avez également avec le numérique, et effectivement, comme l'écosystème le plus dynamique, le plus innovant en matière de numérique en général, aujourd'hui est plutôt aux États-Unis, et aux États-Unis plutôt dans la Silicon Valley, il peut y avoir aussi cette dimension idéologique qui intervient. Mais quand même, vous savez, les comparaisons des systèmes internationaux, les comparaisons internationales des systèmes éducatifs le montrent bien, on ne peut pas dupliquer ce qui se passe dans un pays A dans un pays B, ça ne fonctionne pas le décalque. Voilà. Donc moi je ne crois pas qu'il y ait une menace de déferlement d'une pédagogie ou d'une approche américaine en France. En revanche, je plaide pour qu'on regarde ce que les Américains et les autres font d'intéressant pour qu'on importe ce qui peut être importé de manière utile. Je comprends votre question. Moi, ce qui me fait frémir, c'est que quand vous interrogez, par exemple, certains grands cabinets d'avocats à Paris sur comment ils recrutent, ils vous disent on commence par regarder l'établissement où le diplôme a été obtenu. En gros, il y en a 3. Si vous n'êtes pas dans les 3, votre CV il est déjà à côté. Ce qui m'effraie, c'est que dans certaines grandes entreprises, si vous n'êtes pas sorti de telle grande école de commerce ou de telle grande école d'ingénieur, on ne regardera même pas votre CV. Ça m'affole beaucoup plus
beaucoup plus que l'idée que les mêmes directeurs des ressources humaines pourraient avoir accès à des données sur nos parcours scolaires, sur les compétences qu'on a pu acquérir également en dehors de l'école, ce qui va faire de vous un salarié ou un fonctionnaire heureux et épanoui dans votre fonction. Ça ne se réduit pas à ce que vous avez appris en termes de connaissances théoriques, c'est aussi un ensemble de comportements. Moi, ce qui me fait frémir, par exemple, c'est qu'on prétend construire avoir une école qui veut former des citoyens, faire une république. À quasiment aucun moment du parcours éducatif dans le système scolaire, on va attribuer des notes, par exemple, à un groupe. C'est-à-dire que vous avez des exercices de groupe, les travaux personnels encadrés au lycée. On se débrouille même dans cet exercice-là pour donner des notes différentes aux différents élèves. C'est ça une société? Non, une société, quand on travaille ensemble, que ce soit dans un service public ou dans une entreprise d'ailleurs, c'est être solidaire des uns et des autres, c'est savoir que voilà, un tel, il est peut-être un petit peu plus flemmard, mais il fait partie de la même équipe, donc ce jour-là, il va falloir l'aider, mais peut-être qu'il est plus malin sur telle autre problématique et il va m'aider sur telle autre problématique. Donc si vous voulez, moi, c'est plutôt le système actuel qui me fait frémir, l'idée qu'on le documente, l'idée qu'on permette à un certain nombre de personnes de faire valoir sur le temps ce qu'elles sont et leur façon d'enseigner me semble fondamentale. Ensuite, évidemment, il faut border tout ça, il faut de la CNIL derrière, il faut de la protection des données. Si l'école d'ailleurs ne se charge pas de l'expliquer aux enfants et aux adolescents, qui s'en chargera? Ce sera soit les familles, donc celles qui ont l'information vont le faire et tant pis pour les autres, soit le marché. Et là, pour le coup, et ce n'est pas une question d'idéologie et ce n'est pas une question d'États-Unis, on sera dans un système qui sera totalement biaisé et qui perdra ce qui est aujourd'hui son objectif. Quand le numérique s'est attaqué à un certain nombre de secteurs, je pense à l'industrie du disque, je pense à la presse, sans ça Mediapart n'existerait pas, je pense, et d'autres médias évidemment, je pense également à la librairie, on a vu trois choses survenir simultanément. La première, ça a été l'apparition de nouveaux modèles économiques. On peut les appeler low cost, souvent c'était aussi pas forcément low cost, mais une autre façon de faire. Amazon, pour ne pas le citer, c'est pas low cost. Amazon, votre livre en France, il y a la loi sur le prix unique du livre, vous le payez le même prix que vous l'achetiez via Amazon ou que vous l'achetiez chez le libraire. En revanche, Amazon vous rend un certain nombre de services que nombre d'utilisateurs trouvent intéressants et ils vont consommer chez Amazon. Donc changement de modèle économique ou émergence de nouveaux modèles économiques. Premier point. Deuxième point, montée de l'usager. Alors on l'appelle usager d'ailleurs si on est dans une dimension de service public, on peut l'appeler consommateur si on est dans une logique commerciale, mais montée de ce que pensent les gens, de leur opinion, de leur avis, de leur constitution en communauté. Et troisième facteur, les entreprises ou les sociétés ou les organisations plus horizontales et collaboratives ont généralement été plus adaptables et meilleures que des organisations tubulaires ou pyramidale, vous aurez reconnu le fonctionnement de l'éducation nationale. Je me suis demandé effectivement ce qui allait se produire si, après les secteurs que le numérique a déjà impactés, si les Américains réussissent à trouver l'équivalent de ces plateformes-là et de ces offres-là dans le domaine de l'éducation. Donc faire du moins cher en donnant plus de place aux consommateurs et avec des organisations plus horizontales. Vous avez déjà ça dans le supérieur. Le supérieur est un univers qui est déjà concurrentiel. L'hypothèse que je formule, c'est que demain pourraient très bien arriver sur le marché des offres accessibles financièrement au niveau scolaire. Et le scolaire qui jusque-là n'est pas concurrencé sur ce créneau-là, où l'est de manière extraordinairement marginale, avec des études qui coûtent très très cher, pourrait devenir concurrencé en vrai. Et là, ça va attaquer tout un marché, parce que c'est un marché. De la même façon que vous avez un marché dans l'enseignement supérieur, vous aurez vraiment un marché dans le scolaire au sens commercial, au sens business du terme. Si on ne veut pas que cela se produise, et je crois que ce n'est pas le projet de l'école républicaine et ce n'est pas le projet du service public, oui, là je pense que l'éducation nationale a tout intérêt à s'intéresser à ce qui se passe et à développer elle-même des outils qui lui permettront de rester plus convaincante, et pas seulement pour des raisons d'argent, de rester plus convaincante que des systèmes concurrents. Pour l'instant, on a une réaction très française, et je le dis sans ironie, c'est-à-dire qu'on on fait du top-down. Donc le ministère a parlé, il y a désormais une direction du numérique, en plus elle est confiée à quelqu'un de très bien, réjouissons-nous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche crée une plateforme de cours en ligne, France Université Numérique, réjouissons-nous. Je pense que la véritable clé, c'est la capacité à faire remonter toute l'énergie d'innovation qui vient de la base. Je prends dans le livre l'exemple de Kodak. Kodak, on dit toujours, ou du moins souvent, ils se sont cassés la figure, pourtant ils avaient inventé l'appareil numérique en 1975. Ah, quelle bande d'imbéciles, ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Malheureusement, l'histoire n'est pas celle-ci. Kodak a déposé 19 000 brevets au cours de son existence, dont celui du Polaroid, dont celui de la photocopieuse, voilà, et ne les a jamais développés. Pourquoi? Parce qu'il avait un business model très rentable par ailleurs, il ne voulait pas fragiliser ce business model, il ne voulait pas penser
autrement. Vous pouvez être une organisation avec plein d'innovations à l'intérieur, 19 000 brevets, plein d'innovations à l'intérieur, et vous cassez la figure malgré tout. Je pense que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur en France sont dans cette situation. C'est-à-dire que nos 19 000 déposants de brevets existent. Et j'allais dire, un enseignant qui rentre dans sa classe est un déposant de brevet potentiel parce qu'il se pose des questions sur comment je vais résoudre mon problème et comment je vais réussir à apprendre des choses aux enfants. Il faut encourager la capacité à chercher des réponses efficaces, à les diffuser. Moi, je crois que c'est avant tout de cela qu'on a besoin. Donner confiance aux enseignants, leur dire que vous avez le droit de le faire, les valoriser, les encourager, au besoin les aider à financer le développement d'un certain nombre de choses. Et c'est vrai que je ne suis pas dans une posture d'opposition du public et du privé sur ces dossiers-là. Je pense que le numérique a besoin aussi de porosité entre les univers et que si certains systèmes vertueux doivent être développés avec le privé, ben allons-y avec le privé. D'abord, merci parce que vous avez lu attentivement. C'est vrai que le bouquin s'appelle « Le tsunami numérique », on aurait pu l'appeler « La conversion pédagogique ». Un peu moins vendeur, mais c'est vrai que ça parle de ça. Est-ce que je compte tant que ça sur le numérique? Pendant plusieurs mois, j'étais parfois un peu déstabilisé quand on me disait « mais prouvez-nous que le numérique, ça marche mieux qu'autre chose ». Alors j'essayais de trouver des études nationales ou internationales qui prouveraient que ça marchait mieux. J'en ai pas trouvé. Enfin, j'en ai trouvé, pour être exact, j'en cite dans le livre. Mais il y en a aussi qui disent l'inverse. Bon, tout ça reste un petit peu mitigé. Je crois que la question n'est pas là. Le numérique, il est la vie de ces enfants et de ces adolescents qu'on accueille aujourd'hui dans les établissements. Il est notre vie, il est là. Est-ce que le fait de passer de la sergent-major au BIC, quand on a appris à écrire, a changé le niveau de nos écrivains français ou notre façon d'écrire? Non, je ne le crois pas. Alors, les technologies ne sont pas totalement neutres. Ça, je pense que c'est un mythe, la neutralité absolue de la technologie. Mais en tout cas, le numérique est là. Donc, emparons-nous de ce numérique. Et oui, je pense que parce que les choses peuvent aller très vite avec le numérique, c'est une invitation à réfléchir dans l'urgence et en tout cas à réagir rapidement et que c'est oui une façon de poser et de reposer les grands enjeux auxquels sont confrontés notre système éducatif, que ce soit dans le scolaire ou dans le supérieur.